RCF. Allez, chers auditrices et auditeurs d'RCF, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comme tous les lundis, on se retrouve pour l'émission La Semaine de Moule au Maillot. Et ce soir, je suis avec Armand, qui est tout seul. On a abandonné. Ouais, il est malade. Il est malade. Les pauvres arbitres, ça tient pas la route, ces pauvres mecs. Non, voilà, laissons-le au fond de son lit. On exclut notre Lolo qui est souffrant, qui reviendra en meilleure forme. La semaine prochaine. Dans 15 jours. Dans 15 jours. Toi, par contre, t'as passé un beau week-end. Ah, moi, je vais bien, moi. On va en parler. Je suis en forme. Mais il y a eu que de belles choses. Ah oui, que des choses bien, à part pour nos pauvres amis du rugby club du Rocher, qui ont perdu à domicile, mais bon, fallait s'y attendre. En dehors de ça, c'est un régal. Et on a de la place ce soir, mais on a quand même un invité. On a quand même un invité de marque, puisqu'on a un ancien athlète de l'équipe de France d'athlétisme et du coup de 3000 mètres steeple, qui est aujourd'hui entraîneur de l'Amself Athlète demi-fond. J'ai nommé monsieur Hakim Zilali. Bonsoir Hakim. Bonsoir. Bon Hakim, on va parler un petit peu de ta carrière de sportif et également de ton actualité aujourd'hui au sein de l'Amself. Impeccable. C'est parfait. Noté. Allez, on va commencer par une page rugby. Et quelle page rugby ce soir. Moi je me suis régalé. Quelle page rugby. Ah ouais. Est-ce qu'on a enfin vu le RCT qu'on a envie de voir? J'ai rajeuni de l'époque, on va dire 2017, tu vois, quelque chose comme ça. 54-7. Alors, ils ont été étouffés, quoi, les pauvres Montpellierins. Ils n'ont pas vu le jour. Et alors surtout, évidemment, les patrons sont de retour. Évidemment, la rentrée de Serein, c'est monstrueux. Et alors, attends, il rentre, il enlève la chasuble, tout Mayol debout. Ouais. Déjà, pour commencer. Et il est arrivé, il a fluidifié le jeu, enfin, il a remis tout le monde dans l'ordre. C'est reparti. Quand les patrons sont là, c'est plus la même équipe. Hein. Et alors, tu te rappelles, en début de saison, j'avais dit, vous ferez attention à David Ribbons. Et ben là, c'est l'homme du match. Ah ouais, non mais. C'est l'homme du match. Il a un petit côté Bakis Bota assez développé, je trouve. J'ai bien aimé, et ça me fait plaisir. Notre buteur maison. Oui, monsieur Jaminet. Jaminet, parce que moi, je le voyais comme un pied, et uniquement un pied. Et j'ai trouvé ce week-end qu'il a montré autre chose. Ouais, il a été servi par Serein sur son essai de manière extraordinaire aussi. Hein. Oui. Non, mais attends, il a bien défendu. Toute l'équipe est accréditée d'un excellent match, notamment Duncan Payaoa qui fait un doublé. On a un nouveau talonneur aussi au nom de Gabin Villière, qui vient derrière les molles pour marquer des essais. Et alors, non seulement ça, mais alors lui, il était partout dans le match. Il a fait 4 grattages. En poste de troisième ligne, enfin un truc incroyable quoi. Gabin is back. Le week-end dernier, je me souviens que tu disais on n'a pas de gratteur dans l'équipe. Voilà, c'est fait. Moi je t'ai répondu si, mais pas devant. Et j'espère que Monsieur Galtier a vu le match. Et surtout, my rewards, comme disent nos amis d'outre-Manche. Et j'espère surtout que c'est pas un coup comme ça. Non, je pense pas. J'espère écoute, tu sais, le prochain match, le week-end à venir, c'est donc le 30 mars, on va à Jean Daugé. C'est un test. Ça sera rapide. C'est un test. On va voir Personne n'a gagné là-bas. Non. Si une fois cette saison, c'est tout. Et ils en ont encore fait les frais La Rochelle ce week-end. Ils ont la gagne au bout du pied et Astoy il la met sur le poteau. C'est dommage. Hein. C'est ballot. Franchement, c'est ballot. Mais en attendant, La Rochelle qui est quand même le plus gros pack de ce championnat en termes de force. Ils se sont fait plier en 12, quoi. Et puis voilà, quoi, terminé. Ils se sont fait étouffer aussi. Bon, 54-7, on va pas faire les fous rouges. Belle rentrée de Paolo Gabrizzi. Lui, ça a dû lui faire drôle, quand même. Parce que il a affronté ses copains et équipiers d'une demi-saison, dès son premier match. Alors voilà. Ça doit faire drôle. Moi, Tu penses qu'à Patrice aussi, ça lui a fait drôle? Ah oui, puis lui, il a eu droit au chant à la fin du match. Colazo. Tu vois, bon, voilà. Et comme quoi, quand on a un président dans les tribunes, ça marche mieux. Il y en avait quelques-uns d'ailleurs. Il y en avait 2. Il y en avait surtout, ouais. J'ai bien compris pourquoi j'ai dit ça. Oui, on a bien compris. Mais il y en avait même 3. Ah. Oui. Boudjelal, Laporte, le maître. Voilà. Effectivement. Mais bon, je pensais surtout à Monsieur Boudjelal en ce qui me concerne. Non, et puis il y avait, ouais, tout à fait. On sait tes appartenances. Mais bon, le stade a rugi de bonheur. Mayol n'était pas plein, mais peu s'en faut. Et vraiment, c'était une après-midi idéale parce qu'il y avait un temps magnifique de plus. Voilà. On enchaîne hier. Hier, les pauvres, ils sont allés à Tarbes et puis ils ont fait tarder. Ils ont vu l'ours.
Cela dit, 24-19, c'est pas un petit point. Tu prends ton petit point de bonus. Elle va être frustrante, j'ai l'impression que pour eux, ça va être frustrant. Écoute, ce qui se passe dans ce club, ça risque, parce qu'il faut une très belle saison quand même. Ouais, puis ils sont pour l'instant 9e à 61 points, Chambéry qui est 6e en a 65 et Suresnes le 5e à 66. Qui termine On n'a pas fini avec les histoires de coulisses. Je peux pas en parler pour l'instant, mais j'ai vraiment du neuf. Ça continue. On en parlera à la prochaine émission. Pas ce week-end, puisqu'on n'est pas là. Non. Mais le week-end prochain, j'aurai de quoi moudre. La Valette. Ça, je te laisse. La Valette. Alors, moi, il y a un truc. Et attends, avant la Valette. La Seine a gagné. Ah, ils jouent encore? Eh oui, ils jouent encore. Ils ont gagné 16-15, contre Lannemezan. Eh ben. Et voilà. Donc maintenant, ils sont plus qu'à, 12 points. 10 points de Lannemezan. Eh ben, allons-y. Voilà. Donc sinon la Valette, donc le 15 du Coudon, a battu le leader des Issoires sur le score de 15 à 9. Issoires. Ouais, voilà. Sur le score de 14 à 9. Alors, on a vu la Valette un peu en difficulté ces dernières semaines. Et il y a eu un petit changement sur ce match-là. Devine lequel? Ils ont trouvé un patron. Tu sais où il s'est joué le match? Non. À Rougier. Ah! Alors ça change tout. Ça change beaucoup de choses quand on est valettois, je peux te le dire. Ah pardon, excusez-moi. Ça change beaucoup de choses quand on est valettois de jouer à Rougier. Et tu pourras en parler à Flavio. Ça a mandalé comme avant? Non, on n'a jamais fait ça nous. Mais par contre, quel menteur. Mais par contre, tu t'en parleras à Flavio Yanuso qui nous disait voilà quand il jouait à Rougier, c'était quand même un on sait, c'est une antre. C'est une antre. Donc belle victoire et ça fait du bien. Et maintenant, on va parler à nos clubs un peu plus locaux. Ah, ça, nos amis. Et notamment à cette équipe du CARF. Alors on va commencer par la B, qui a fait un match extraordinaire. Mais alors. Et ils sont allés les battre 35-0 en face. Et il y avait, ils sont venus, ils ont vu et ils sont partis. Ils sont partis. Et voilà. Et ils l'ont eu dans le, non, on dira pas. Mais après, bon, voilà. Ils ont été accueillis comme il se doit. Oui. Comme on doit accueillir une équipe de Montmélian qui t'a bien reçu chez eux, on va dire. Eh ben voilà, comme ça au moins ça fait un partout balle au centre. Voilà. Et j'ai eu vent que le match de première était très sympathique aussi. Il y avait de l'animation. Il y a eu des espaces à la fin du match. Ah ouais, il y a eu de la place. Il y a eu des espaces, effectivement, à un moment donné. Combien de places? C'est à un moment donné sur le terrain, ils étaient à 12 contre 11. Ah ouais, quand même. Après, attention, c'est pas un match que je veux dire, voilà. Ça a mandalé, non? Il y a eu une générale, mais à un moment donné, j'ai pas vu un match de violent. J'ai vu un match d'hommes, un match qui se sont mis dedans. À l'ancienne, comme on aime. À l'ancienne. Ils ont fait le match qu'ils auraient dû faire peut-être à l'époque contre Monaco, mais ils ont fait le match qu'il fallait pour gagner. C'est vrai que contre Monaco, tu t'en la joues quand même. Mais, et là, ils ont fait le match qu'il fallait. Mais j'ai pas vu de violence, j'ai pas vu des voyous sur un terrain. J'ai vu des mecs qui sont allés au plaquage, qui sont allés au carton, voilà. Qui ont dominé une équipe qui a perdu un seul match cette saison, qui leur ont marché dessus et qui ont fait le match qu'il fallait pour gagner. Et ils ont gagné. Pourquoi tu gagnes seulement 15-13? Parce que 2-3 fois t'es à 5 mètres de leur ligne et puis t'as un peu trop de nervosité, tu te fais retourner une pénalité. On va écouter Thomas Jucot. Il y a du plaisir en tout cas, il y a du plaisir, du bonheur. Les deux équipes ont gagné, bonus offensif pour la B. Magnifique victoire 15-13 de la première sur un match qui était un peu un match coup près pour nous. Donc tu veux pas que je fasse la gueule non plus? Ah bah non, certainement pas. Bon. Sachant que Montmélian, c'est une équipe qui avait perdu qu'un seul match dans la saison. Ouais. Il s'était passé quelques événements à l'aller. Vous avez su les recevoir comme il se doit cet après-midi. Écoute, je pense qu'on a quasiment tout fait bien. Pas de mentir, hein, parce que le risque dans ce genre de match, c'est que on déborde sur l'agressivité, on sort un peu du cadre, tu vois, et qu'en fait, au final, on se perd un peu. Et on est resté dans le jeu, on est resté dans le rugby, on est resté dans ce qui était une agressivité saine, de l'engagement physique. Oui, ça a été dur. On s'est filé, on a mis la tête là où eux ont pas mis les pieds, quoi. Voilà. Et donc c'est du rugby, ça. Là, il y a eu un match que j'imagine, voilà, tu viens de le dire. Là, il y a eu 22 bonhommes aujourd'hui. Il n'y en a pas un qu'on peut sortir du lot ou qu'on peut enlever. Ils ont été 22 bonhommes aujourd'hui. Ils ont montré que quand ils jouent comme ça, qu'ils y mettent le cœur, l'envie, l'intensité et le cerveau. C'est important, le cerveau. Souvent, on l'oublie, le cerveau. Mais aujourd'hui, on a dominé ce match. Vraiment, on l'a dominé. On l'a dominé. Tout à fait. Devant, derrière, dans les intentions de jeu, dans ce qu'on a proposé. On a fait un très beau match de rugby. Vraiment un beau match de rugby. Et effectivement, il y a eu des périodes pendant ce match-là où c'était un vrai combat physique, un match d'hommes. Et celui-là aussi, on l'a gagné. Voilà. Mais par contre, on a joué au rugby. On n'a pas fait n'importe quoi. Et c'est là-dessus où il faut être très fier de ce qu'a fait l'équipe parce que quand elle joue comme ça, j'ai envie de te dire que
elle peut un peu jouer n'importe qui dans ce niveau-là, quoi. On peut partir à la guerre. En tout cas, on peut y aller, on verra. Là, en plus, vous n'avez pas forcément été aidé. On sait qu'il y a eu beaucoup de cartons. De votre côté, 2 rouges, 4 jaunes. De leur côté, 2 rouges, 2 jaunes. Et pourtant, on n'a jamais vu votre équipe, finalement, en infériorité numérique. Vous leur marchez dessus, devant, derrière. Il y avait vraiment quelque chose. Il y a une âme dans cette équipe qui peut dire que, voilà, les phases finales, elles sont pas si loin si on continue à jouer comme ça. Écoute, elles sont pas si loin. En tout cas, elles sont toujours possibles. Si on avait perdu aujourd'hui, ce serait compliqué. Aujourd'hui, on a gagné. Donc, on est content. On profite d'avoir gagné. Et c'est pas parce qu'on a gagné qu'on est champion du monde. Dimanche prochain, on met tout en jeu. On refait all-in, tu vois. Mais par contre, écoute, on va essayer de capitaliser sur ce qu'on a vu aujourd'hui. Moi, quand on joue comme ça, quand on s'envoie comme on s'est envoyé, quand les joueurs sont au diapason, vraiment tous, les uns pour les autres. Ils ont du cœur aujourd'hui. Et qui montent du cœur et qui montent de l'état d'esprit, qui sont fiers et qui mouillent ce putain de maillot avec envie, avec état d'esprit. Eh ben moi, bien sûr que j'y crois. J'y crois. Maintenant, j'y crois quand on joue comme ça. Chaque match a sa vérité. Exactement. Et il faut qu'on remontre la semaine prochaine qu'on est capable de jouer comme ça. On l'a pas fait il y a 15 jours. On a perdu. Donc à nous de jouer les 3 matchs qui nous restent, à les jouer comme 3 finales et à montrer ce qu'on a montré aujourd'hui. Et peut-être qu'on gagnera pas tout. Parce qu'en face, il y a des bonnes équipes. Et c'est du sport. Mais en tout cas, on n'aura pas de regrets. Voilà. Quand on joue comme ça, on peut pas avoir de regrets. On va revenir sur un autre fait on va dire un peu en dehors du terrain, puisque c'était un peu une après-midi spéciale pour toi. Ouais. Il s'est passé pas mal d'événements en dehors du terrain, puisque hormis le fait qu'il y avait 3 arbitres officiels cet après-midi, ça arrive, on a déjà eu le cas. tu as eu le droit également à avoir une autre fédération qui est venue te voir, puisqu'il y a eu la fédération antidopage. Tout à fait, ouais, c'est mon bizutage, hein, voilà. C'est ma première, et c'est la première, moi ça fait 12 ans que je suis revenu au club, je l'avais jamais vu en 12 ans, donc voilà. Donc c'est la FLD, c'est l'association française de lutte antidopage qui chapeaute un peu tout ce qui est lutte antidopage dans le sport français en général, hein, quel que soit le sport, qui est venu se présenter à nous à 14h30 là, pour dire qu'ils allaient contrôler les joueurs à l'issue du match. Donc bon, on le sait, on y est préparé, techniquement on y est préparé. Sur chaque match, chaque feuille de match, on désigne un référent antidopage. Maintenant, effectivement, quand ça fait 300 matchs d'affilée que tu désignes un référent antidopage et que personne vient contrôler, le jour où les gens viennent, t'es surpris. C'est ça. Donc il a fallu qu'on s'organise un peu, qu'on se cale. Tu vois, là, il est 19h et les joueurs n'ont toujours pas fini de répondre au protocole de pisser, quoi, en fait. On va dire les choses comme elles sont. Donc c'est une petite mise en place. C'est particulier. Je trouve ça... écoute, je vais pas juger si c'est bien ou pas bien. Sur le principe, c'est comme ça. On est contrôlé, nous comme Montmélian. Attention, hein, les 2 équipes sont contrôlées sur ce match. Donc si l'agence française de lutte antidopage estime que c'est en contrôlant CAF Montmélian en Fédéral 2 qu'elle va lutter contre le dopage dans le rugby, grand bien lui fasse. Je trouve que c'est bien, tant mieux. Bon. Et puis finalement, il y avait peut-être un peu de déception de leur part parce qu'ils n'ont pas eu le joueur qu'ils voulaient. Ben c'est ça j'ai pas bien compris en fait. On est censé être sur du hasard complet. Et la dame m'a dit qu'elle attendait un joueur en particulier, donc je suis un peu circonspect là-dessus. Pas de bol, pas de bol, il était pas sur la feuille de match. Et il jouait pas, il est blessé. Pas de bol. Donc c'est quand même bizarre que les gens viennent te contrôler au hasard en te disant je veux un mec en particulier. Donc je me demande d'où ça vient. Je suis obligé, je suis pas parano, je suis pas complotiste. Mais je suis un peu obligé de me demander pourquoi on est contrôlé aujourd'hui et pourquoi on me demande des contrôles sur des joueurs qui en plus jouent pas. Alors que tout est tiré au hasard, bien entendu. Oui, tout à fait. Donc voilà, écoute, c'est un épiphénomène, c'est pas ça n'entachera pas la belle après-midi qu'on a vécu aujourd'hui. Absolument pas la belle après-midi. Et les 2 belles victoires de l'après-midi. On est très contents, la B a fait un super match, vraiment. Un très très beau match de rugby. Faut intégrer ça. L'équipe B du CARF, aujourd'hui, quand elle joue comme là, c'est magnifique. Ça joue bien au rugby, ça se fait des passes, ça circule, c'est beau, c'est beau. On a la chance d'avoir ça au club. Il reste un match au mois d'avril contre Vallon de la Tour. Faut venir encourager cette équipe. Elle préparera ses phases finales. Elle va avoir un beau truc à jouer en phase finale. Faut venir l'encourager. Donc, lui, il a passé le week-end rêvé. Donc il a dû se régaler notre tome national. Ça. Donc non, puis il y a eu pas mal de choses un peu bizarres dans ce match. 3 arbitres officiels arbitres. Qui les avait demandés? À ton avis? Pas chez nous en tout cas. Ben non, mais peut-être qu'en face, ils se disaient. Ils se fouettaient dessus. Ben ils se disaient peut-être qu'ils avaient un petit peu quelque chose à se reprocher des sur remords, match aller. Des remords du match aller, ouais. Voilà, ouais. Donc voilà.
Ouais, pourquoi 15-13? Je reprends un peu ce qu'on disait avant d'avoir écouté Thomas. Effectivement, ils ont été largement dominateurs. Il y a eu un essai de pénalité qu'on leur a jamais donné, alors qu'il y a 4 fautes. Au bout d'un moment, bah, tu te fais retourner une mêlée de nervosité. Notre ami du centre du terrain, il te laissait rien passer parce la que télé t'as moins de 10 pénalités, tu prends 2 rouges, 4 jaunes quand même. Et t'as pas 10 pénalités contre toi. C'est un truc de ouf. Donc, un peu nerveux. Et t'as un essai de pénalité contre toi sur un molle, un groupé pénétrant. Les mecs, ils avaient sans doute marqué l'essai, ils préfèrent siffler juste avant, te mettre un carton jaune et 7 points. Ah, c'est bien, ça. Enfin, oui, des fois, tu te demandes. Ils sont allés se la chercher, celle-là. Et avec un groupe, j'en ai parlé avec les coachs, je peux te dire que ça, c'est un match qui va fédérer tout un club. Pas oui, qu'une équipe. Tout un club. Mais alors dis-moi, je veux bien, il y a aucun problème. Tu sais ma position vis-à-vis du CARF, il y a aucun problème là-dessus. Par contre, une chose qui est sûre, c'est qu'au niveau du classement, t'es loin d'avoir ta place en qualif. Hein. Bien sûr que non, t'as 2 points d'avance. T'as 2 points d'avance sur Avignon. Tu as les angles, bon, c'est déjà fait. En gros, ça va se jouer entre toi et le Pontet. Bien sûr. Et les matchs à venir, c'est quoi? Eh ben, tu vas aux angles. Ah. Tu vas au bagne. Oh. Et tu reçois plein de la Tour du Pain. Wow. Deux déplacements, faut qu'on gagne. Hein, il faut parce qu'il faut savoir quand même que le Pontet a un match en moins. Mais oui, c'est un match qu'ils vont aller jouer à Monaco, à Avignon. À Avignon. Ah, pas Avignon, j'ai des bêtises, c'est Avignon. À Aubagne, pardon. Ah, Aubagne chez Marco Ravanello. Il me semble que c'est Aubagne. Je dis pas de bêtises. D'être sympathique. J'espère pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est à Aubagne. Aubagne, c'est un joli petit port de pêche voilà. aussi, ça. Et juste à noter, on a entendu le président parler. Bizarrement, sur ce match, il l'avait jamais vu en 12 ans. Nos amis du contrôle antidopage étaient là. Oh, c'est étonnant. Étonnant. Et encore plus étonnant, ils sont arrivés, ils ont demandé à vouloir contrôler un joueur spécifiquement. Ah. Qu'ils connaissaient. Mais dis-moi. Bizarrement, ce joueur a été blessé, il a pas pu être sur la feuille de match, ils n'ont pas pu le contrôler. Ah, c'est ballot. Mais bon, comme quoi, il a un petit peu pesté parce que pour lui, il y avait un petit peu d'étope quelque part, quoi. Il y a une majorité de signes astrologiques balance à Montmélian ou? Il y a eu des, en tout cas, ça enlève rien de ce qu'ils ont produit et grâce à ça, moi je te le dis, ils vont faire des résultats maintenant. Parce que là, le club, le groupe, il est simple, une victoire à l'extérieur et une victoire à la maison qui est. Voilà, mais là, le deal, il est là. Ce match-là, en tout cas, ils ont montré qu'ils en avaient, et, ils ont redoré un peu le blason sans problème, ils ont montré que voilà. Bon, bah c'est bien. Draghi, eh ben écoute, le match au sommet a tenu ses promesses. Avec là aussi un sponsorisé par la Poste très tatillon. Mais bon, il a abîmé le jeu sans le tuer. C'est déjà pas mal. Score final 24-22, jusqu'au bout du suspense. Il faut savoir que le RCD a passé son temps à courir après le score. Ah ouais, ça a été un truc de ouf, jusqu'à la 75e. Et que je sorte mes petites notes, mais tu vas voir, c'est un truc de malade. Voilà, ils sont là. À la 55e, il y a Cavaillon qui mène 9-16. Ça revient avec un essai à la 75e du RCD 16-16. Pénalité de Cavaillon 16-19 à la 78e. 79e, égalité 19-19. 80e, pénalité de Cavaillon 19-22. 5 minutes d'arrêt de jeu. 3 pénalités où tu peux prendre les points tous les jours. Tu les prends pas. Et tu te dis, le match nul est suffisant puisque tu as égalité de points avec un match en retard. Bah, pas pour eux. Bah, pas pour eux. Ils ont été têtus jusqu'au bout, les mulasses. Et bien, ils ont réussi à marquer en coin. Eh ben, dis donc. À la 6e minute. Je te dis pas l'explosion dans le stade, qui était plein comme un œuf. Parce qu'en plus, il y avait avant, par notre ami Willy, un petit plat tahitien, tu sais, sympathique. Un four sous la terre, pour les anciens du club. Et ça, c'était magnifique. Bon. Tu t'es régalé. On s'est tous régalés. Et en plus, en ouverture, la réserve, 69-0. Mais ça, j'ai envie de dire que c'est tous les week-ends. C'est tous les week-ends. C'est incroyable. Il y a plus de surprises. Donc, non, il y a plus de surprises. Donc, l'intérêt de l'histoire, c'est que maintenant, les présidents commencent à travailler un peu, sur la saison prochaine. Ils sont assurés d'une première place. Il n'y a plus qu'un match à Marseille. Bon. Au SMUC. On va écouter Jordan Bruno. Tu vas voir, il en était encore tout retourné, quoi. Tout le stade était retourné. Bonjour à tous. Ouais, match accroché tout le long. Ils ont toujours été un peu devant au score. Hein. On a couru au score toute la partie. Jamais beaucoup d'écart, mais. Oui, 9-13 à la mi-temps. Ouais, 9-13 à la mi-temps. Tu fais rentrer ton banc, qui était un mélange de titus, on va dire, et de remplaçants qui font le taf quand ils rentrent. De toute façon, le banc fait toujours le taf quand ils rentrent depuis un moment maintenant. On a vraiment un groupe de 28-29 joueurs prêts à aller jouer ces phases finales.
Écoute, on est 3 points Pas mal derrière. d'imprécisions quand même. Hein. Ouais, pas mal de. Il y a du relâcher de ballon, il y a beaucoup de pression au début de match, tu le vois que. Ouais, j'ai plus trop de voix, pardon. Ouais, il n'y a pas de problème, on comprend. Il y a beaucoup de nervosité des deux côtés en début de match. Bon, ça reste propre, hein, mais tu sens que peut-être que l'enjeu de ce match-là pour les deux équipes, c'était la première place en jeu. Elle avait peut-être pris le dessus sur le jeu au début. Après, c'est possible. Après, ils n'ont pas été forcément beaucoup plus incisifs que nous. Une grosse défense, c'est quand même une très belle équipe, hein, Cavaillon. Ouais, bien sûr. Une grosse défense, très costaud devant. Nous, on a été, je trouve, plus joueurs qu'eux, beaucoup plus joueurs qu'eux. Et eux étaient vraiment plus puissants et présents dans les rucks. Écoute, on s'est réglé un peu sur les touches et les mêlées qu'on a eu du mal à prendre en première mi-temps. Et on arrive à ce scénario à la fin incroyable quand même. Hein. C'est qu'on est oui, c'est 19-19, 19-22. Ils prennent une pénalité, il reste 1 minute. Coup d'envoi, on arrive à récupérer, à gratter un peu un ballon à pénalité, et puis là, qu'est-ce qu'on fait? C'est la fin du match. Bah, écoute, on va pas jouer le match nul, on va jouer la gagne, et puis on fait en avant. Donc ils récupèrent la mêlée, ils sont censés la sortir en touche, sauf que bah, sur la mêlée, ils sont pénalisés parce qu'on fait notre troisième minute fait un gros effort pour aller chercher le ballon. Et du coup, écoute, bah, même question, c'est la fin du match. Pour le coup là, c'est vraiment la fin du match. Qu'est-ce qu'on fait? Et ben on va encore chercher une mêlée, et puis ils sont repénalisés à 5 mètres, et puis on va chercher. On va jouer vite et puis en fait dernière pénalité, on va en touche. Parce qu'on était à 3 ou 4 minutes d'arrêt de jeu étant donné qu'il y avait un cumul de pénalités. Donc l'arbitre justement a laissé continuer le match et on finit par marquer quoi. Et finalement ça a payé d'avoir eu on peut le dire, je pense, cette grosse paire de coups. Cette pugnacité, ouais, terrible. Et ça nous met premier à l'abri de tout risque quasiment là jusqu'à la fin du championnat. Ouais, il faudrait vraiment C'était difficile pour le cœur, mais on y est, quoi. L'arbitre après. On dirait que t'as pris 5 ans. C'était fatigant. Dis-moi, tu regrettes pas d'être joueur, depuis être joueur? Ça manque toujours, mais on peut pas tout faire. Ouais. Écoute, après, l'arbitre a été constant dans son arbitrage, cela dit, donc on peut pas. Voilà, il y a eu des cartons, beaucoup de cartons blancs d'un côté, de l'autre. On avait l'impression que ça distribuait, mais bon. Après, si tu veux, le problème, il a pas haché. En tout cas, il a pas favorisé ni l'une ni l'autre des équipes, je trouve, et ça s'est réglé entre il a pas favorisé le jeu. Non, il a pas favorisé le jeu. Ça s'est réglé entre la puissance de Cavaillon contre notre envie peut-être un peu plus de jouer, et puis la ruse et un peu plus de ruse. Et tu gagnes comme ça. T'aurais pu le perdre. Je pense que tu le gagnes, tu le perds. Ils ont pas proposé non plus pléthore de jeu derrière Cavaillon. On a essayé de jouer. Écoute, on gagne. On va prendre ces points-là volontiers, on les a pas démérités et le scénario de fin. 4 points, ils en prennent un, bon, c'est bien quoi, il y a rien à dire. Oui, puis le scénario de fin de match, le courage et la volonté de créer du jeu et de pas aller chercher un simple match nul a été récompensé. Et pour le sport, c'est bien. Voilà. Ouais, non, c'est bien. Ouais, bah oui, pour le club, bien évidemment. Dis-moi un petit mot de la réserve. 69-0, encore une fois, Boucherie Production. La réserve 69-0, ça déroule. Ça roule, pas énormément d'apports en ce moment du groupe première, on va dire, parce que les phases finales se préparent et que les groupes doivent se dessiner pour préparer les phases finales. Donc avec très peu d'apports de première, 69-0 quoi. Voilà. Premier, avec une seule défaite au compteur. Et du jeu, des essais, de la bonne humeur, ils sont toujours au taquet, ils sont toujours à fond, ils sont toujours à encourager la première, ils sont toujours les premiers à mettre de l'ambiance. Et le véritable esprit club. Et on peut dire que la B, ils sont parfaitement dans la lignée de ce qu'on attendait d'eux, voire même au-delà, donc c'est super et on ira j'espère jusqu'au bout avec cette équipe. Ouais. Donc tu vois, c'est rare d'entendre Jordan aussi peu enthousiaste avec une monocorde de voix, tu vois, mais il était complètement flippé. Il était chaviré. Ils s'étaient tous chavirés. Mais vraiment une super ambiance. Bon, quelques imprécisions, mais du jeu. Quelque chose me dit qu'avec cette équipe, on risque d'en revoir d'autres, et notamment avec les phases finales. Ouais, de toute façon, et puis ils sont obligés. Hein. Bon, il y aura les barrages, a priori, ils les jouent pas, donc il y aura 3 matchs. Ces 3 matchs, faut les gagner. Tu sais comme moi, ce qu'il en est, c'est jamais. Ça leur plaît pas trop, Draguignan, de ces dernières années. Et puis même partout, tous les clubs, c'est toujours compliqué. Donc c'est toujours compliqué. On verra bien ce que ça donne. Le RCR rapidement. RCR, les pauvres, ils ont un peu reçu, ils ont perdu à la maison. C'était assez compliqué contre, je te dis ça dans un instant, ils ont perdu contre Saint-Jean Var de Corse. D'accord. 5-33.
Bon. Un match à oublier. Un match à oublier. Et puis, je crois que la saison, elle va se passer comme ça, gentiment. Voilà. Allez, on va passer rapidement au hand avec malheureusement la défaite des Raphaélois à Nîmes sur le score de 39-37. Nîmes un peu la bête noire des Raphaélois ces dernières années. Nouvelle défaite, bon, rien d'alarmant, il reste 5e au championnat. Et avant un nouveau déplacement très rapidement contre Cesson, on espère qu'ils relèveront rapidement la tête parce que là il y a la course à la 5e place, ils ont 23 points, il y a 4 équipes derrière qui en ont 22. Et puis Cesson, c'est compliqué. Hein. Chez eux c'est jamais simple. Maintenant ils sont pas pénibles, hein, c'est ce qu'on appelle mais ils sont pas dans leur meilleure saison, donc il y a quand même quelque chose à aller chercher là-bas parce qu'après ça va être un peu plus compliqué avec Montpellier, Paris, tout ça. Hein, donc il leur serait bienvenu de prendre les 2 points. Oui, à l'extérieur, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Meilleure nouvelle pour les Dracénois qui, eux, ont montré la voie face à Montpellier, face à l'équipe à la réserve de Montpellier. Voilà, au centre de formation, puisqu'ils ont gagné 28-26 face à leurs dauphins. Même dans les tribunes de Lagrange au rugby, à Draghi, les aficionados en parlaient. Ah ouais, non, ils ont fait un match exceptionnel. On va écouter Yann Bénard, homme du match, au micro d'un tout nouveau reporter de l'E2C, puisque c'est Nolan qui est au micro de Yann. Salut Nolan. Je suis avec Yann Bénard, homme du match. Alors quel est votre ressenti par rapport au match ? Ce soir on a fait une bonne première mi-temps. On va dire qu'en deuxième mi-temps on pêche un petit peu encore vers le milieu de la deuxième. Mais on reste quand même soudés. Les arrêts des gardiens derrière, en défense on est bien. Donc franchement on est content de ce soir. Vous êtes fiers de vos performances parce que votre défense a quand même permis en quelque sorte de gagner le match. C'est pas que l'individuel, il y a beaucoup de collectifs. On travaille beaucoup en ce moment, depuis 2 semaines, où ça pêchait beaucoup en défense. Et on va dire que le travail y paye, quoi. Et du coup cette victoire vous permet de rester premier et de pouvoir aller viser National 1 Elite. Quel est votre ressenti ? On est toujours content parce que l'objectif, on le sait, il a été indiqué dès le début de la saison. Donc franchement, entre nous, on regarde match après match et victoire après victoire, quoi. On est content de notre performance ce soir et on va aller chercher les autres victoires. Il a été l'homme du match, c'est très rare pour un défenseur. Toi, je sais pas si tu connais un petit peu le hand. Oui. Normalement, plus le basket, mais. Alors normalement, un homme du match, comme dans tous les sports, c'est un attaquant. Là, il y a eu que 26 points de marqués par Montpellier. C'est une équipe qui marque jamais moins de 30-32 buts. Hein. C'est rare. Il a été extraordinaire. Toute l'équipe a été super. Une belle ambiance homogène à Chabran. C'est ce que j'ai entendu dire. Il paraît qu'il y avait une ambiance de folie. Ouais. Donc ils ont passé les sportifs supporters dracénois ont passé un super week-end. Ah, écoute, hein, ils ont un bon speaker, que veux-tu ? Ouais. On revende. Non, c'était super. Et là maintenant, il leur reste quelques matchs pour le Graal, hein. 4 matchs, 4 finales et une accession en élite, en National 1 élite. Hein. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Eh oui. Hein. On va passer au Val d'Argent qui a gagné un match face à Beauvallon 31-27. On écoute Christophe Carrois de suite. Bah oui, parce qu'il est bien meilleur que nous. Tout à fait. Consécutivement, la défaite à Nîmes qui sonne un peu le glas de nos ambitions de monter, ou du moins mathématiquement c'est compliqué. On avait un match important à jouer dans le sens que on recevait Beauvallon qui était troisième, qui était revenu à la 3e place à égalité avec nous. C'est une équipe qui a une bonne dynamique. Au match aller, on s'est imposé de 6 buts assez facilement. On se méfie un peu de ce retour. Donc il a fallu un peu remobiliser les troupes et se dire que la saison n'était pas finie encore. Il restait encore 5 matchs. Mathématiquement, rien n'est fait, même si ça va être compliqué. Pourquoi tu dis que ça va être compliqué ? Oui, ça va être compliqué parce qu'il faudrait que... Alors, il y a un scénario possible et incroyable qui serait que Nice va gagner à Nîmes. Dans ce cas-là, elle récupère le goal average particulier. Elles sont devant Nîmes et elles sont sûres de terminer devant Nîmes. Et la semaine suivante, nous, on joue à Nice. Ouais, il faut sortir la calculette. Au match à Nice, on pourrait récupérer le goal average particulier sur Nice. Et là, on serait sur un goal average particulier à 3 équipes. Ouais, c'est vrai. T'as encore beaucoup de cheveux pour pouvoir les tirer. Moi, ça va encore. Est-ce que tu peux nous rappeler juste le score du coup de ce week-end face à Beauvallon ? Alors, ce week-end, on a gagné 31-27. Alors, le score reflète pas la différence d'écart entre les équipes. Après, c'est une équipe de Beauvallon qui est très, très accrocheuse. Ouais. Qui a un jeu très particulier, très lent, qui endort l'adversaire et
on est resté longtemps dans ce match en se mettant à leur niveau à elles et à leur niveau d'intensité. Et heureusement, voilà, au creux de la deuxième mi-temps, on a accéléré, on a pris jusqu'à 8 buts d'avance. Ah oui, peu de relâchement sur la fin. Ouais, on a géré le match, on a géré tranquillement. La semaine dernière, tu disais à Lolo justement que vous montiez pas cette année, limite pas que c'était pas mérité encore pour cette année, mais que c'était pas forcément au vu de la saison, c'était pas non plus ce que tu attendais. Alors j'estime que le groupe n'est pas prêt à évoluer en National 1. Alors techniquement, sportivement, oui, il y a les filles qui peuvent jouer en National 1, c'est pas un problème. Si je compare avec des équipes comme Cannes qui sont en National 1, je pense qu'on est devant sportivement. Après, en termes de un club, ça se structure, ouais. Un groupe, ça se prépare, et en termes d'habitude de travail, en termes d'engagement, de beaucoup de choses qui sont des à côté du sportif, on n'est pas prêt encore. Ça se serait brûlé les étapes que de monter dès cette année presque. Historiquement, il y a 5 ou 6 ans, Puget était monté un petit peu par accident en terminant. Il y a eu une refonte des poules et je crois que ce que tu disais, ouais. Arrivé 4e ou 5e, elles étaient quand même montées, elles ont fait l'ascenseur de suite. Et au-delà de la saison de galère qu'elles avaient vécue, il y a eu des réminiscences sur les saisons qui ont suivi où les filles se sont un petit peu démotivées. Ça n'a pas été une expérience très positive pour elles et voilà, ça a été négatif sur plusieurs saisons. Donc là, je préférais qu'on monte facilement, clairement, avec juste à propos et que les filles soient dans le groupe et qu'avec les filles qui font partie du groupe qui monte, on continue l'aventure ensemble. Qu'il y ait une vraie continuité, ouais. Et changer 70% de l'effectif, je vois pas l'intérêt pour les filles, et je peux comprendre qu'elles soient pas motivées à cette idée-là, quoi. Bien sûr. Donc du coup, là, malgré tout, c'est vrai que la saison dernière, avec Lolo, on vous écoutait un petit peu et on sentait que t'étais pas forcément à jouer le haut de tableau. Cette année, t'as quand même joué le haut de tableau toute la saison. Il y a déjà une belle évolution pour ton équipe. Oui. L'ambition initiale, c'était allez, 6e, 5e place, c'était bien, parce que la saison précédente, c'était 9-10, et ça avait flirté un peu avec la descente. C'est ça. Donc oui. En fait, l'historique de la saison, c'est qu'au début de saison, on a un groupe qui est cohérent, on a le renfort de Marie-Paul, qui était quand même c'est important, ouais. Mais on avait perdu une ou deux joueuses, donc ça devait s'équilibrer, on devait, malgré tout, l'idée c'est de terminer 6e. Et en cours de saison, on a eu un renfort au mois d'octobre et un deuxième renfort au mois de décembre. Les ambitions sont venues, l'appétit venu en mangeant. Comme on a fait la course entre la 2e, 3e place, forcément, on a voulu s'y accrocher, on s'y est accroché, on y est resté. Donc maintenant, on sait ce qu'il faut faire. Voilà. Je sens que tu vas avoir un petit peu de boulot cet été, je pense, pour construire tout ça, mais je suis sûr que tu vas être capable de le faire. Ouais, on a commencé déjà. J'imagine bien. Quand, la fin de saison est quand? Là, il nous reste 4 matchs. D'accord. Bon, 4 matchs. Alors, c'est très particulier le championnat féminin sur le calendrier. Ça veut dire que là, le prochain match est le 20 avril. On joue le 28 avril. Derrière, on a 2 semaines de repos. On a un match, encore 15 jours de repos et un dernier match. En fait, t'as 4 matchs en 8 mois, quoi. C'est ça. On a 4 matchs en 2 mois et demi. C'est ça, ouais. Bon, écoute. C'est très, très compliqué de garder sur le grill les filles. Bien sûr. Dans cette période-là avec beaucoup de trous. Surtout quand il n'y a plus d'ambition sportive, où il n'y a plus d'objectifs sportifs. Bon, nous, on a quand même un petit, on va essayer. Et ça va être compliqué. Donc, ça nous permet, par contre, de travailler tranquillement pour la préparation de la saison suivante. C'est parfait. En tout cas, encore une fois, merci Christophe pour le temps que tu nous accordes. Et on se rappelle très vite pour les prochains résultats. Je te remercie. Allez, merci. Ciao bonne Christophe, soirée. à bientôt. Bonne soirée. Bon voilà, il le dit, c'est la saison va pas être en roue libre, mais ça va être une saison tranquille. Son rôle, ça va être de remotiver tout le monde. Puis on sent qu'il a pas forcément l'envie de monter cette année. Ouais. Il préfère préparer, il a bien raison, que de s'écrouler. Bon, c'est bien beau de monter, mais si c'est pour redescendre et imploser, c'est pas la peine. Et puis il connaît mieux le sport que nous, donc on va lui faire confiance. Oui, quand même. Allez, on va parler mécanique maintenant avec toi et MotoGP. On a eu la chance de l'avoir pour ce retour à la compétition, notre ami Seb Gimbert. Oui, tout à fait. Écoute, ils devaient être là tous les deux, le père et le fils, dans nos studios, mais une séance d'essai imprévue en Espagne les oblige à prendre la route, donc c'est pour ça qu'ils n'étaient pas là. Mais on a eu Seb au téléphone, on vient de l'avoir au téléphone. Et Seb et Johan.
Sébastien, on est ravis de te retrouver. C'est le début de saison. On a loupé le premier Grand Prix du Qatar. Donc, on sait que ce week-end, il y a eu le Grand Prix du Portugal. Qu'est-ce que tu as pensé de ces deux premiers Grands Prix, en dehors du fait que Pedro Acosta semble être la nouvelle étoile montante? C'est la révélation, de toute manière. C'est ce qui est impressionnant, c'est qu'il apprend très très vite. C'est un truc de fou, ça. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Alors, c'est un jeune qui arrive d'un championnat qui s'appelle le championnat d'Europe Moto 3. Aujourd'hui, il a énormément performé dans ce championnat. Puis après, il est passé par la Red Bull Academy. Et puis maintenant, il est en MotoGP dans l'équipe Tech 3 de Hervé Poncharal, qui en pense que du bien de toute manière. Avant que la saison commence, déjà, il en pensait vraiment du bien. C'est ce qu'on avait entendu, ouais. Satisfait. Voilà. Alors, au-delà de cela, bon, on est parti pour une saison hégémonique de Ducati, avec des KTM et des Aprilia en embuscade. Oui, écoute, ce qui est surprenant, c'est qu'aujourd'hui, le petit rookie, il est présent, il est là, et il marque des gros points, il tombe pas, il chute pas. Ce qui est pas l'exemple qui a été fait avec Marquez et Bagnaia. On est d'accord. Et donc du coup voilà. Écoute, non, je pense que cette saison, elle va être vraiment très serrée en termes de points à la finale du championnat, parce qu'en fait, il y a beaucoup de pilotes qui vont essayer d'éviter de faire des erreurs pour justement marquer un maximum de points sur chaque course. Et les deux forts du championnat, qui Marquez et Bagnaia, forcément, eux, aujourd'hui, ils en ont perdu beaucoup lors du dernier Grand Prix. Tout à fait. Alors, est-ce que tu crois pas qu'à ce petit jeu, nos Français, Fabio et Johan, peuvent tirer leur épingle du jeu? Là, c'est un peu endormi. Nos Français, en fait, ils ont un peu du mal à tirer la couverture à eux. Pour être franc, quand on voit aujourd'hui un Johan Zarco qui peine un petit peu avec la Honda, de toute manière, il le savait avant de commencer. Il a très bien vu que ça allait être très compliqué pour lui, même s'il adore la moto, même s'il a des bonnes sensations dessus. Le chrono ne vient pas. Ouais. Voilà. Et Fabio, on le voit encore un petit peu galérer avec sa machine. Bon, même si c'est mieux que l'année dernière, ça c'est certain. C'est quand même largement mieux, ouais. Mais on est encore très loin des Ducati. Ah oui, tout à fait. Tant l'une que l'autre. Tu crois que les concessions, ça va leur ramener vraiment une possibilité de progrès? De toute manière, aujourd'hui, plus tu roules, plus tu peux essayer des pièces. Après, il faut avoir un pilote essayeur très intelligent, très fin. Et je pense que c'est ce que fait Pirot chez Ducati, qui lui, justement, développe cette moto. Et aujourd'hui, en fait, on voit bien l'évolution depuis qu'il est là. Donc aujourd'hui, c'est aux équipes de trouver des très bons pilotes de développement et d'avoir une très très bonne équipe satellite qui permet de valider les nouvelles pièces. Est-ce que tu crois que dans 2 ou 3 ans, ça sera la place de Johan Zarco? Je pense que oui, parce que de toute manière, Johan est un très fin metteur au point. Ah oui, Je pense que si les résultats l'année dernière ont été là, c'est dans son équipe, c'est qu'il était présent. Et aujourd'hui, écoute, il a été recruté chez Honda grâce à ses qualités. Tout à fait. On peut leur souhaiter la pluie alors à nos Français, surtout à Johan. Ouais, là c'est sûr, s'il pleut, Johan sera là, ça c'est certain. Mais bon, je suis certain, ils sont tenaces nos deux Français, donc je suis certain que dans la saison il va y avoir des belles surprises pour nous. Non, et puis en plus, alors je vais tout à fait dans ton sens, et je suis persuadé, vu déjà les progrès enregistrés sur la Honda, que Johan va rapidement faire quelque chose. Et tu sais, moi, mon petit doigt me dit que pour le Grand Prix de France, où on a souvent au Mans, tu connais par cœur la piste et tu sais exactement ce qui s'y passe, on risque d'avoir un peu de belles surprises pour peu que la météo, pour une fois, soit grincheuse. On le souhaite. Ce serait bien. Au Mans, elle est souvent grincheuse. Voilà, ouais. Bon, écoute, on te laisse, mais c'est pas qu'on en ait marre des vieux, mais comme je sais que t'es avec ton fils, tu peux nous passer 2 minutes. Je te le passe. Allez, ciao mon poulet. Allô. Salut Johan. Ça va? Et toi? C'est à toi qu'il faut demander ça. Ah, moi ça va. Ouais. Toujours. Alors, cette saison, tu l'envisages comment? Tu t'es bien préparé? Tu es confiant? Quels sont les premiers essais? La question est touffue, tu réponds comme tu veux. Déjà, j'ai vraiment bossé physiquement et mentalement, sans parler de la moto. En premier cas, je me suis vraiment entraîné comme jamais, voire le double, voire le triple de ce que je faisais avant. Donc j'ai vraiment évolué physiquement, j'ai pris 5 kilos de muscles. Ouais, super. J'ai commencé à être bien pour être vraiment performant et oui, les premiers tests sont bien passés. Là je suis en route pour les derniers tests avant la première course, donc
Donc on essaie de travailler pour être le plus près possible. Je précise à nos auditeurs que vous êtes en route pour Almeria, là où vous allez travailler à faire des essais. Dis-moi, tu as tourné cette année, comme on l'avait dit, en MotoGP 2 Europe. Oui. Donc, tu tournes sur une Yamaha. Alors, l'année dernière, je faisais le Super Sport 600, je crois, Bien sûr. où je l'ai gagné avec Yamaha. Et j'avais quelques courses en championnat du monde aussi avec Yamaha. Et cette année, je suis en Moto 2. Donc, c'est des moteurs Triumph et sur des châssis prototypes de la marque Kalex. D'accord. Et c'est une formule monomarque, monomoteur? C'est ça, c'est monomoteur, mais il y a des châssis différents. Donc, selon les circuits, il y a des châssis qui sont un peu meilleurs que d'autres. Mais moi, j'ai le châssis où le plus de pilotes sont équipés de ce châssis-là. Donc moi, il n'y a plus de doute là-dessus. Je sais que j'ai une bonne moto. Kalex est très réputé, on le sait. Il n'y a pas de problème là-dessus. Dis-moi, vous avez combien de courses à ton programme? Alors, on a 8 week-ends de course et environ 2 courses par week-end la plupart du temps. Ah, quand même, ça va te faire un sacré programme, ça, mon grand. Ouais, bah, je me prépare pour ça. Moi, ça me va. Je vis pour ces courses, donc il n'y en a pas assez pour moi. T'as des circuits au nord ou au sud de l'Europe plutôt? Alors, le premier circuit, c'est en Italie, et après, vraiment 2 courses au Portugal et le reste, ce sera en Espagne, donc c'est plutôt au sud de l'Europe. D'accord. Donc ça veut dire que les risques de pluie sont minimes. Ah, c'est sûr que oui, je pense que l'hiver est passé, il va y avoir beaucoup de beau temps. Après, je suis bon dans toutes les conditions, donc s'il pleut, ça me fait pas peur. Comme on dit chez nous, crainte des gains. C'est ça. Bon, écoute, on va te suivre avec ton vieux papa, avec sa complicité, et puis surtout, dès que tu peux, tu nous donnes des nouvelles, tu klaxonnes. Bref, on va faire comme on avait fait la saison dernière. On est à fond derrière vous, les amis. On vous embrasse, et puis, forza, hein. Allez, merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao. Alors, tu vois, bon, Seb, à peu près la même analyse tous les deux de ce MotoGP. Et le fiston, il a l'air chaud bouillant. Et le fils, t'as vu l'année dernière, il a était faim, chaud bouillon, il a faim, chaud bouillant, là, il a toujours faim. T'as vu, il s'est mis au régime, il a fait de la muscu, le cirque complet, il se sent en forme. Moi, je suis confiant. Parce qu'en plus, il est dans une bonne équipe. On l'avait su, on le savait avant le début de cette saison et pendant l'hiver. Il a fait des résultats prometteurs au guidon. Et cette équipe tient bien la route avec un châssis Kalex. Moteur Triomphe, c'est la formule avec un seul moteur, donc de ce côté-là, tout le monde est à pied d'égalité. Bon. Châssis Kalex, c'est bien, quoi. Eh ben, on suivra tout ça. On suivra tout ça, et surtout, rendez-vous à la prochaine course avec Seb. On reprend nos habitudes de l'année dernière, il y a 2 ans. Ça te plaît, ça, hein? Eh ben, bien sûr. Mais je crois que je suis pas le seul. Bon, une nouvelle un peu moins agréable pour nos amis du Fréjus Var-Volée, la défaite 3-7-0 face à Royan, fin de saison, en quart de finale. On descend du bus. Oui, bon après, par rapport, ils ont fait un très beau match pour revenir à 2 manches à 1. Mais par rapport entre le match 3 et le match 4, Royan avait 3 joueurs qui sont revenus, 3 joueurs importants qui ont sans doute fait la différence samedi. Mais dis-moi, ces mecs qui sortent d'où, Royan, l'année dernière, ils étaient pas là. Peut-être qu'ils ont fait du non, parce qu'apparemment c'est plus ou moins, j'en ai parlé, j'y suis allé jeudi, ils m'ont dit que c'était quasiment la même équipe à 2-3 recrues près, pardon. Bah écoute, ils sont dans la continuité, ils font un bon championnat. Après, il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que Fréjus a perdu un point important sur tapis vert. Et ça a eu une importance énorme, puisque au lieu d'être 3e, ils ont fini 5e, et ça a fait quoi? Que l'avantage du terrain, tu l'as pas. Ben voilà. Donc tu commences avec 2 matchs à Royan et en perdant 2-0, ou tu commences avec 2 matchs chez la toi. Maison, où tu peux être espéré à minima un partout. Peut-être, et tu joues pas de la même manière quand t'es à une victoire de l'élimination. Le score, ouais, bien sûr. Tu joues pas de la même manière. Donc, sans vouloir dire qu'il y a eu des fautes de ci, de ça, ça a coûté un petit peu et c'est un peu dommage. Ouais, mais enfin, dans le même temps, moi, ça me laisse un peu sur ma faim, dans la mesure où c'est la 3e saison que play-off, et que 3e saison... Ah non, l'année dernière, il n'y a pas eu play-off. Il n'y a pas eu play-off, c'est encore pire, c'est l'année d'avant, ou au premier tour, dehors. Oui, premier tour, dehors. Premier tour, l'année dernière. Ouais, okay. Dehors.
Donc moi, ça me laisse un peu sur. Après, malheureusement, Yeleri Benz, le libéro qui se blesse il y a quelque temps, qui se fait une fracture dommageable, obligé de mettre Soane Falafala, le capitaine en libéro, qui est pas forcément son poste. Ça te fait perdre un mec en attaque en plus. Bon. C'est plus compliqué. C'est un peu compliqué. C'est vrai que ça t'arrive en pleine saison, tu peux te rattraper. Ça t'arrive au moment des playoffs, c'est un peu plus chiant. Non, c'est moins bien, ouais. C'est un peu moins chiant. C'est évident. Allez, juste avant de cuisiner notre invité Hakim, on va parler de quelques résultats de l'AMSELF, en commençant par les filles de l'équipe de padel, l'équipe féminine de l'AMSELF Fréjus, qui a été championne du Var de padel. Donc félicitations à elle. Très belle performance. On a également l'AMSELF Tennis Padel Galliani qui a battu 6-0 l'équipe de l'US Saint-Tulle en Ligue PACA. C'est troisième victoire, 6-0. Ça va pour eux. Voilà. À noter que dans cette équipe, il y a une petite recrue qui vient de Draguignan, qui est Pierre Luquet, que j'avais vu l'année dernière, puisqu'il avait gagné le tournoi Galliani, justement, de belle manière. Et à mon avis, il n'est pas pour rien dans cette belle performance, parce que c'est un sacré joueur pour l'avoir vu, et très sympa en plus. Ouais. Très sympa. T'avais un peu de basket aussi. Un peu de basket et de nouvelles victoires. Ouais, pour Johan Massé et sa bande. Alors, pour Johan, pardon. Johan. Si l'autre, il va me tirer un pain tout à l'heure. Ils ont gagné 68-63. Ouais, contre Vitrolles. J'ai eu notre ami Fabien Sgara. Il m'a dit qu'il allait l'appeler pour nous le faire venir ici. Ah. Je lui ai dit, on n'arrive pas à l'avoir. C'est compliqué. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Il m'a dit, il n'y a pas de souci, je suis sûr qu'il viendra, il sera très content. Eh ben, écoute, Fabien, si tu nous écoutes, on attend que tu l'appelles et qu'il vienne chez nous. Et Johan, c'est quand tu veux, t'es le bienvenu, t'étais déjà venu, tu peux revenir quand tu veux. Voilà. Dis-moi, Émilie Dumont a encore brillé? Ben, elle est championne encore. Eh oui, encore. Elle est au 400 mètres nage libre, championnat de France Master. Elle est championne. Voilà. Bon. Et elle a pris encore 4 médailles en plus. Bon. 2 en argent sur 200 mètres d'eau, 400 mètres 4 nages, et puis 2 en bronze sur 100 mètres et 200 mètres 4 nages. J'espère qu'elle a acheté un meuble, parce qu'il va falloir les mettre quelque part, celle-là. Ça, c'est clair. Bon, eh ben écoute, l'AMSELF, on va continuer à en parler. Tennis de table, mon petit. Ben j'ai dit, on va continuer à en parler. Ben oui. Ben dis donc, je t'écoute. Alors, enfin voyons. Non, on a Maxime Antoine Michard et Enzo Angle. Ils ont participé au dernier championnat de France élite à Montpellier. C'est là où il y a tous les meilleurs de France. Donc comme ça, tu rigoles plus. Et finale en 2023 en type pour Enzo. Et ben cette année, il s'incline en demi-finale seulement. Bon, c'est quand même une belle performance. Ouais, non, c'est bien, il y a rien à dire. Et puis Antoine, lui, il a été battu en 32e. C'est un peu moins bien, mais bon, allez, écoute, ils ont brillé, c'est bien, on continue. Le sport à l'AMSELF se porte bien et c'est une tradition toute trouvée, puisqu'on va parler maintenant avec notre invité. Et ben voilà. Alors, monsieur Hakim Zilali, bonsoir, rebonsoir. Rebonsoir. Alors, je donne un petit peu ce que tu m'as dit avant. Tu as été en équipe de France d'athlétisme de 3000 mètres steeple. Tu es aujourd'hui, depuis 2006, l'entraîneur de l'AMSELF athlète de demi-fond. Et tu as une histoire d'amour avec les Jeux Olympiques. C'est tout à fait ça. Je sais pas si on peut parler d'histoire d'amour, mais je peux parler d'une malédiction, certainement. Ouais. J'ai la malédiction des Jeux, de ça arrive à certains sportifs, hein. Oui, je sais pas si c'est psychologique ou physique, mais de mon côté, c'était plutôt physique. Blessure, mais je suis un peu bourrin aussi j'étais un peu bourrin aussi dans l'entraînement. C'est que j'avais tendance à redoubler d'efforts l'année des Jeux. Et donc, au lieu de m'entraîner normalement 9-10 fois par semaine, je passais à 14 fois. Oh, le fou! C'est qu'il y a que 7 jours dans une semaine. Hein. Et oui, mais bon, nous, on est un peu bourrins, les athlètes. Je vois ça. Donc, du coup, alors, ta carrière, malheureusement, tu n'as pas pu connaître la joie de faire les Jeux. J'imagine qu'il y a un petit peu de regret là-dedans. Oui, tout à fait. Bah, c'est la consécration d'un athlète de faire les Jeux, d'en parler aussi à l'entraînement à ces athlètes. Mais bon, aujourd'hui, je peux parler de quelques sélections en équipe de France. Alors, c'est de celle-ci que j'aimerais que tu nous parles. Quelle est la carrière de Hakim? Alors, dis-nous tout. Alors, la carrière de Hakim, elle a démarré dans un collège, au collège Le Stade à Fréjus, qui existait au bon vieux temps pour les anciens. Et grâce à un enseignant, une prof de PS, je pense que je peux la citer, Agnès Camardella, donc je la cite un peu de partout, qui m'a initié à ce sport, et grâce aussi à Yves Brégnier, donc le directeur sportif de l'AMSELF Athlétisme, qui m'a recruté au club avec mon premier entraîneur Jean-Pierre Létard. Et donc voilà, moi je voulais tout simplement faire de l'athlé, je voulais pas faire du haut niveau.
Je voulais simplement courir parce que j'aimais gambader dans l'Estérel. Ouais. Bon, on n'avait pas encore la base nature à l'époque, mais j'aimais courir dans l'Estérel, courir en nature, c'était pour moi mon bonheur. Voilà. Et puis tu as réussi. Alors, quelle grande compétition tu as fait avec ce maillot tricolore? Alors, j'étais en équipe de France Espoir. Voilà, d'accord. Moins de 23 ans. En junior, j'ai aussi fait une petite sélection en équipe de France. Donc voilà, le gros de la petite carrière, c'est en équipe de France Espoir. Et derrière, parce que le 3000 mètres steeple, ça a quand même été un fourvoyeur de médailles pour l'équipe de France, puisqu'on va parler de Bob Tari et notamment de Mehdi Mekissi, voilà, c'est ça. L'homme qui aime courir torse nu. Et c'est ça. Et il y en a eu d'autres, puisque derrière ça a bien appris, parce que c'est le champion d'Europe était quand même français à ce moment-là. C'est ça, c'est le plus gros palmarès de l'athlétisme en demi-fond. Je vais parler en demi-fond. En demi-fond. Pas faire on a notre sprinter qui est pas mal aussi. Oui, et quelques très bons sprinteurs. Bon, de toute façon, on a un beau palmarès. C'est vrai qu'on a un peu du mal ces dernières années en athlétisme, parce que bon, faut le reconnaître aussi, l'athlétisme au niveau mondial a tellement évolué, on se rend peut-être pas compte. De fou. Les performances, elles sont stratosphériques. Est-ce que c'est quand même Bob Tari qui a été le précurseur du demi-fond français? Alors il y a avant Bob Tari, il y a Jazzy, il y a Joseph Mahmoud aussi. Alors ça c'est du fond, c'est presque. Non, Jazzy c'était du 1500 mètres. 1500, 3000. 1500, plutôt 1500. Je crois qu'il avait le record du mile aussi. Je vais pas faire d'erreur. Ouais. Ensuite il y a Joseph Mahmoud, ancien coureur de 3000 mètres steeple aussi. Et ensuite, il y a pas mal de jeunes qui ont percé sur le steeple, et notamment Bob Tari qui a fait une médaille au championnat du monde. Parce que c'est quand même un sport où les médailles partaient en général ou chez les Kenyans, ou chez les Américains, peut-être en sprint. Ouais, mais c'est vrai que l'Afrique, en termes de médailles, ils sont intouchables. Au championnat du monde, ils sont intouchables. Vous avez des coureurs qui courent 26 et des brouettes sur 10 000 mètres piste. Nous, le meilleur coureur, c'est Jimmy Gressier. Sur 10 000 mètres piste, il a couru dernièrement à Lille sur route en 27 13, je crois, ou 27-07 exactement. Toi, tu te places où dans ton haut de ta carrière? T'étais en combien sur le 3 steeple? 8-25. 8-25. Bob Tari et Maïdine courent à peu près en 8 minutes. D'accord. Donc il y a quand même 25 secondes, c'est énorme. C'est un gros gap dans l'athlétisme. C'est un gouffre. Et alors tu parlais que l'athlétisme a évolué. Alors avant de revenir un petit peu sur ce que tu fais aujourd'hui, moi je suis content d'avoir quelqu'un de l'athlétisme aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que depuis le départ de la grande star de l'athlétisme qui était Usain Bolt, l'athlétisme est quand même beaucoup moins médiatisé et bankable qu'avant. C'est vrai, aujourd'hui on a c'est plus intéressant pour les athlètes parce que le sprint est très ouvert. Aujourd'hui, on peut pas se dire tiens, une finale des JO, une finale d'un championnat du monde, c'est Bolt qui va gagner. Les finales sont très ouvertes, elles sont ouvertes de partout sur le 200 mètres aussi. Chez les filles, comme on a pu le voir l'été dernier, il y a eu pas mal de surprises sur le 100 mètres féminin. Donc voilà, mais moi je trouve ça sympa parce que ça laisse quand même du suspense à l'athlétisme. Mais c'est vrai qu'on manque de stars maintenant. On manque de stars. Les athlètes quand ils viennent au club, voilà, ils nous parlent plus de Bolt. Ils ont moins de références aujourd'hui athlétiques. Parce qu'il y a eu à une époque plus lointaine, il y a eu du Carl Lewis. Il y a eu Johnson. Qu'on le veuille ou non, je veux dire, de toute façon. Et puis il y avait à l'époque, pour les plus anciens, Michael Johnson qui était extraordinaire. Enfin, il y a eu du gros monde. Il y a eu chez les filles, il y a eu Fraser, je sais pas si mais chez les Anne Fraser. Il y en a eu quelques-uns. Aujourd'hui, moi je t'avoue, je ne sais pas qui est la star de l'athlétisme. Mais il y en a beaucoup, il y en a plusieurs de stars de l'athlétisme, il y en a en demi-fond, il y en a un peu de partout, il n'y a pas une seule star aujourd'hui, il y a plusieurs stars. Mais du coup, c'est le côté intéressant. On peut voir Karsten Warholm, le coureur de 400 mètres par exemple. On peut à la voir limite, Jacob Ingebrigtsen, les Norvégiens. Le perchiste peut-être aussi. Le perchiste aussi, bien sûr. Suédois qui est pas mal. Mais pour moi, ce sont effectivement, comme tu dis, des stars de l'athlétisme, mais est-ce que ce sont des stars du sport mondial? Comme a pu être Usain Bolt. C'est pas les mêmes références. Usain Bolt, il avait un côté aussi, charismatique, bien sûr, évidemment. Il savait faire rire les gens. Il était sympathique aussi. Voilà, c'est ce qu'on aime d'un athlète aussi, c'est qu'il soit sympathique et on s'attache à lui aussi. Donc, en tout cas, tu as la chance de faire pour moi. L'athlétisme, c'est la vitrine des Jeux Olympiques, c'est le sport de piste. Aujourd'hui, tu as la chance de coacher. Oui. Alors, explique-nous et raconte-nous un petit peu qu'est-ce que tu fais à l'AMSELF exactement.
Alors moi, je m'occupe des tout petits, c'est-à-dire des catégories poussines, les CM1, CM2, jusqu'aux catégories master. Donc j'ai en charge le groupe demi-fond. Donc le groupe demi-fond compétition, j'ai 80 athlètes. Ah quand même. Ouais. Ah oui. Ouais. C'est un petit groupe sympa. Oui. Il faut pouvoir les gérer. Tu m'étonnes. Et dans ces 80. Et t'es tout seul pour les 80, non? Non, je suis avec mon collègue Teddy Buté. Il s'occupe avec moi, c'est mon assistant. Donc, mais tout ce qui est planification, je m'en occupe. Mais Teddy, s'occupe. Il a une grosse charge d'entraînement aussi à côté. Et voilà, on a des marathoniens, on a des cours de 10 km, on a surtout les pistards et on a surtout la jeunesse dont il faut s'occuper et c'est un peu le tremplin. Et où se font les entraînements du coup? Au Stade Gallieni, et au Krebs de Boulogne. Ah voilà, elle était là. Ma prochaine question était là en fait. Donc vous êtes quand même assez proche du Krebs de Boulogne. Oui, on a la chance. On remercie d'ailleurs le Krebs de Boulogne, la ville de Saint-Raph et la ville de Fréjus de nous donner accès à la piste du Krebs de Boulogne. On va sur la piste du Krebs de Boulogne parce que sur le Stade Gallieni, on a pas mal de blessures. Voilà, le Stade Gallieni la piste commence à être vieillissante. Et ça se ressent sur l'organisme. Peut-être que je tends un peu la perche. Voilà. Ouais, mais c'est bien, on est là pour ça. Hein. Voilà, entre autres. Pour refaire cette piste Gallieni, peut-être en profiter parce que c'est les JO. Voilà, on va au Krebs de Boulogne parce que c'est à cause de ça. Je me suis rendu compte qu'il y a énormément d'athlètes de notre groupe demi-fond et d'autres groupes qui se blessent sur cette piste. Voilà, parce que la piste est dure, il y a moins de renvois. Et au Krebs de Boulogne, en fait, on se rend pas compte, mais moi, je l'ai vécu. Quand on fait une séance de piste à Gallieni, on fait la même au Krebs de Boulogne, on n'a pas du tout la même fatigue, on n'a pas du tout la même impact, on n'a pas du tout le même impact au niveau musculaire. On récupère mieux au Krebs de Boulogne. D'accord. Et donc là, aujourd'hui, tu me disais que tu t'occupais des jeunes, des enfants. Oui. Est-ce qu'un jour, tu aimerais prendre en charge des mecs, des adultes qui ont des vraies compétitions nationales ou plus? Oui, là j'ai 2 athlètes de très haut niveau. J'en ai un que je peux le citer, Ayoub Elamani, 6e européen sur 3000 mètres steeple l'été dernier. Ah oui, quand même. On a Émilie Romanet aussi qui a fait la 2e performance française sur 2000 mètres steeple. On continue sur le steeple. Il faut bien former ces jeunes sur le steeple. Alors on rappelle juste au cas où, pourquoi steeple? Steeple, en fait, c'est qu'il y a des haies. Il y a une haie qui est assez haute avec des rivières, c'est ça? Ça vient des courses de chevaux, du steeple chase. Voilà. Parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle de 3000 mètres steeple, mais peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est. C'est des barrières. Quand on va sur une piste d'athlétisme, c'est les grandes barrières. Donc, on en a 4 autour, plus celle où il y a l'eau. Ouais. Voilà. Et alors, parce que c'est pas les mêmes barrières que dans le 110 mètres et la hauteur, c'est pas la même. Elle est à combien de hauteur, cette barrière? Elle est à 91 cm et celle du 110 mètres et elle est 1,06 m. C'est ma taille. On savait que t'étais petit, c'est pas la peine de capter. Pas loin. Sauf que celle du 110 mètres et tombe, mais la nôtre ne tombe pas. Elle reste fixe. C'est toi, tu tombes, et on a vu il y a quelques bêtisiers dessus. J'ai déjà vécu. C'est vrai. T'as déjà donné, ouais. Oui, j'ai déjà fait une belle chute. 2 belles chutes. Ah oui. Parce que j'ai vu quelques bêtisiers, justement, dans cette fameuse rivière. Et puis, moi, j'en ai vu surtout perdre une course sur la dernière. Oui, j'ai perdu une course en 2005 face à Emma Hidin, mais qu'ici d'ailleurs, sur la dernière rivière en 2005, je porte une accélération et dans l'euphorie de la victoire, je vais pour sauter comme les Kenyans, parce que sans mettre le pied dessus. Sans mettre le pied sur la rivière de steeple. Là, mon coach à l'époque, Yves Brégnier, s'était tiré les cheveux. Il m'a dit mais pourquoi t'as fait ça? Je sais pas. Le panache. C'est l'euphorie de la victoire. J'allais être champion de France et je me suis lancé tout simplement. Je tape dans la rivière, je tombe dans l'eau. Je me rattrape quand même, je finis 3e. Bon, ça va, tu prends une médaille, au moins. Oui. En fait, t'as une carrière, je suis désolé de dire ça, mais faite de regrets. Oui, c'est en dents de scie, carrément. J'ai fait des bonnes années, carrément dans le trou, quoi, complètement. J'avais une dernière question, pardon. On sait que la flamme olympique va passer au Krebs de Boulogne. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, l'athlétisme, c'est le sport phare des Olympiques. Est-ce que, justement, le Krebs s'est rapproché de vous pour cette flamme olympique, pour être là, pour peut-être la porter ou autre chose? Non, pas du tout. Non, on nous a invités à assister à l'événement de la flamme olympique. Non, mais pas de. Je laisse la place aux champions. Non. En tout cas, t'as beaucoup de choses à dire. On est malheureusement pris un peu par le temps, tu le vois, mais j'espère que tu reviendras nous voir. Avec plaisir. Et qu'on aura encore plus de temps pour parler avec toi, parce qu'en tout cas, que tu reviennes. On a passé un très bon moment avec toi.
Et tu es le bienvenu quand tu veux ici pour nous parler s'il y a des compétitions à venir peut-être. Oui, on a on a la saison piste qui arrive, on a peut-être quelques sélections pour nos jeunes. On a eu la saison des crosses qui est passée avec une belle médaille pour l'équipe de France Master. D'accord. Sur la saison des crosses, et on fait partie d'un des meilleurs clubs PACA en termes de qualifiés. D'accord. Écoute Hakim, moi je veux te revoir. Merci, c'est gentil. Tu reviens quand tu veux. Ah ouais, non, tu reviens, moi j'aime bien les gens sympas. Reviens quand tu veux. Merci. Allez, moi, il nous reste une petite minute en mode accéléré. Alors, c'est parti. Bouge. Allez, Bayonne, Toulon, à Jean Daugé. C'est un point de tournant, un tournant de la saison. Sur ce qu'on a vu, je pense que moi, je vais aller mettre une pièce. Allez, mets-la. Allez. Et si tu gagnes, tu mets une bière. Allez, on est d'accord. Derrière, Hier, bah écoute, ils vont recevoir, te dire qui, je te demande juste une minute. Ça sera à la maison et je crois que c'est assez chaud puisque c'est Narbonne ou Carcassonne, c'est un des deux. Ça va être assez compliqué, mais tu sais, avec le cœur qu'ils ont, tout est possible. On peut s'attendre à tout avec ces garçons qui sont extraordinaires. C'est Narbonne. Narbonne. Et ça sera à 15h30 samedi. Si vous avez un peu de temps, allez vous régaler à Dédé Véran. Le CARF, eux, déplacement aux angles pour un match crucial. Coup près, mais ils sont prêts à la guerre. Il n'y a pas de souci. Ouais. Draghi. Le match en retard contre l'Île-sur-la-Sorgue qui avait été annulé en raison du gros week-end de pluie, tu te rappelles. Donc match en retard à la maison. L'Île-sur-la-Sorgue est une belle équipe, mais c'est mal placé. Donc c'est bonus obligatoire. RCR, pas de match. Pas de match. Au hand, Saint-Raph va se déplacer une deuxième fois. Ce sera à Cesson-Rennes, un match important également pour être dans les 5. Il faudra le gagner. Draghi, eux, un petit peu de calme avant d'aller à Ajaccio, dans un toujours difficile en Corse. Ce sera compliqué. On a tout à l'heure le Val d'Argent, pas de match avant un certain temps. Exactement. Et puis pour le reste, malheureusement, c'est fini pour le volley. Nous, on sera pas là la semaine prochaine, car non, parce qu'on va la chasse aux œufs. On va la chasse aux œufs. C'est Pâques. Messieurs, dames, merci de nous avoir écoutés. Dédé, parfait comme toujours. Merci pour tout. Et dans 15 jours. Hakim, à très vite. Hakim, à bientôt. Merci pour tout. Pendant la session d'été, moi, j'aimerais que tu reviennes parce que ça sera en préparation des Jeux Olympiques et j'aimerais avoir ton avis. Avec grand plaisir. On te rappellera. Allez, ciao. Merci beaucoup. Allez, bon week-end à tous. Bonne semaine à tous.